Pour commencer, on va se concentrer sur l'auteur des faits. Semih Çelik a 19 ans au moment des faits, tout comme ses deux victimes. Selon la presse turque, il était au lycée Auguste Kampolat Anatolian avant la pandémie. Sa maman se nomme Hafize et son papa Adem Çelik. Il a également une sœur et la famille habite à Eyüp Sultan, un district d'Istanbul. Selon Adem le père, son fils était un jeune homme qui priait beaucoup, et ce dès l'adolescence. Il priait beaucoup plus que lui d'ailleurs, ce qui aurait eu tendance à contrarier le jeune homme qui croyait manifestement beaucoup au paradis et à l'enfer. Un de leurs voisins, qui connaissait manifestement un peu la famille, raconte de Semih que c'était quelqu'un de peu agréable, qu'il ne saluait personne. Il n'avait selon lui que peu de contact avec son environnement proche et apparaissait quelque peu introverti. Pourtant, Semih parvenait à sortir avec quelques filles. Ils arrivaient de le voir aller et venir en ville avec certaines d'entre elles. Ce même voisin racontera que ces sorties n'avaient qu'un seul but, se faire mousser auprès d'une fille bien précise, au point de la rendre jalouse. Cette fille, il la connaissait depuis quelques années. Ils étaient même à un moment donné camarades de classe. Elle s'appelle Iqbal Özuner. En s'appuyant sur ces déclarations, on constate que le jeune Semih n'est pas forcément quelqu'un de très agréable, mais c'est encore un gamin immature. Pour l'instant, rien de très inquiétant ou qui sortirait de l'ordinaire. Mais ici, je ne vous ai pas tout dit. Iqbal et Semih se côtoyaient donc de plus ou moins loin, et le jeune garçon semblait éprouver une certaine attirance envers elle. Attention, on ne parle pas forcément ici de sentiments amoureux, bien que les deux jeunes auraient eu à un moment donné une relation. Il est impossible ici de savoir ce que Semih ressentait pour cette jeune fille. Mais ce qui était sûr, c'est qu'elle avait l'air de l'obséder d'une manière très malsaine. Côté études, le père de Semih explique que l'un de ses professeurs lui aurait dit un jour que Semih se révélait plutôt à l'aise avec les outils informatiques, notamment sur les logiciels. Adam et Hafize, la maman, ont donc pris l'initiative de lui acheter son propre ordinateur, dans l'espoir de l'intéresser à quelque chose qui pourrait peut-être à terme devenir un métier, car l'école ne semblait pas l'intéresser plus que ça. D'ailleurs, un peu plus tard, il abandonnera son cursus, mais il réussira tout de même à avoir son bac grâce aux cours à distance. Selon sa maman Hafize, son fils s'occupait beaucoup avec son nouvel ordinateur, et peut-être même un peu trop. À la maison, il passait tout son temps scotché dessus, et surtout, dit-elle, l'éteignait souvent précipitamment lorsque quelqu'un rentrait dans sa chambre. Oui, je sais à quoi vous pensez ici, mais ça n'avait rien à voir. La réalité de ce qu'il cherchait à cacher était beaucoup plus sombre, mais on y reviendra un peu plus tard dans l'histoire. Les jours passèrent, et lentement, la santé mentale de l'adolescent se détériorait. Peu à peu, son état d'esprit changeait, sans que ses parents ne le remarquent véritablement. Semih s'était mis à développer des idées noires, très noires. Il était difficile de savoir exactement quand et comment tout ça avait démarré. Le 1er mars 2022, le téléphone d'Adem sonna. Au bout du fil, une femme extrêmement énervée et angoissée. Il comprend que c'était Madame Özuner, la maman d'Iqbal. Le souffle court, elle annonça à Adem une nouvelle très grave. Son fils aurait fait un lavage de cerveau à sa fille, et les deux adolescents auraient prévu de mettre fin à leur jour ensemble ce jour même. Adem le papa est choqué par ce qu'il entend, et je peux vous le dire qu'il n'est pas prêt pour la suite des événements. Cette journée est le point de bascule pour la famille Çelik. Ce jour-là, effectivement dans la soirée, Semih tenta de mettre fin à ses jours sur un terrain de gazon synthétique quelque part en ville. Adem ne révélera pas de quelle façon il a pu arrêter son fils, ou si Semih s'était repris au dernier moment. Toujours est-il qu'après ces tentatives échouées, les parents Çelik décident de faire hospitaliser leur fils à l'hôpital Bakırköy Sadikonuk, puis ensuite ils vont l'orienter vers la faculté de médecine Kappa de l'université d'Istanbul. Il y restera 3 semaines afin d'effectuer un suivi thérapeutique. À l'issue de ces semaines, des médicaments lui sont prescrits, mais selon son père, l'adolescent n'en prendra jamais. Adem raconte que son fils avait des troubles psychologiques. Ces dernières années, Semih aurait suivi 5 traitements et aurait même disparu à 2 reprises. Et non, je pense que vous l'avez compris, il n'allait pas bien du tout. Et concernant Iqbal, ses parents l'ont changé d'école après sa tentative de mettre fin à ses jours. Ils voulaient naturellement éloigner leur fille de Semih. La jeune femme est un peu traumatisée depuis sa relation avec lui. Elle a été envoyée chez un psychologue et ses parents lui ont offert un chat, en espérant que s'occuper de cet animal lui changerait les idées. Peu à peu, son état psychologique s'améliore,
ce qui est une très bonne chose. Après que Semih ait commencé à aller mieux, Adem, son père, explique qu'il s'est reconcentré sur son avenir professionnel. Il laisse tomber l'informatique pour se consacrer à un tout autre domaine, la boucherie. Il y travaille pendant un long moment, ce qui lui permettra de mettre pas mal d'argent de côté. À savoir que les Chelik sont toujours en contact avec les Usuner, la famille d'Iqbal. Les parents Usuner expliqueront plus tard à la presse toutes les choses suivantes. Semih allait bien depuis 1 an et demi. Mentalement, il avait l'air d'aller mieux. Sa relation avec nous était bonne. Nous avons été encore plus soulagés lorsque la mère de Semih Chelik nous a appelés et nous a dit « Mon fils a une nouvelle petite amie. Ils sont très heureux. Il ne dérangera plus votre fille. » Ma fille n'avait eu aucun contact avec Semih depuis 1 an et demi. Maintenant qu'il avait de l'argent, Semih pouvait jouir d'une certaine indépendance financière. Mais malheureusement, il va tomber dans la drogue et il en essaiera plusieurs. Alors on ne sait pas exactement lesquels, mais sa consommation va durer apparemment 2 ans. À côté de ça, il a renoncé à son poste de boucher depuis quelques mois. Et comme si ça ne suffisait pas, il peut également arriver au jeune homme de ramener de l'alcool à la maison. Ces mélanges ne sont pas vraiment bons pour lui, qui a une santé mentale déjà fragile. Vous vous en doutez, petit à petit, son comportement va recommencer à changer. Autour d'octobre 2023, Semih côtoie une autre fille. Elle se nomme Haïsene Halil et elle a le même âge que lui. La jeune fille était étudiante en 2e année à l'université de Medipol, département des médias et des arts visuels. On ne sait que peu de choses sur cette relation, si ce n'est que selon Adem, Semih l'a rencontrée au lycée et que la jeune fille venait chez eux chaque lundi. Un jour, père et fils ont une conversation sérieuse qui porte sur la tentative de mettre fin à ses jours échoués de Semih. Il est évoqué le fait que s'enlever la vie est un péché, mais Semih va répondre quelque chose de très inquiétant. Il explique que la vie est vide, que sa vie est vide. Il disait que c'était comme s'il n'avait pas de but, pas de sens, et c'est quelque chose qu'il répétera plusieurs fois. Il est évident ici que Semih retombe progressivement dans une phase sombre. Il se met à dessiner des choses très bizarres. Dessins sur lesquels Adem tombe par hasard un jour alors qu'il rentre dans la chambre de son fils. Nous sommes alors en 2023 et voici le témoignage du papa. Quand je suis rentré dans la chambre de Semih, j'ai vu sur le mur des dessins au crayon qui ressemblaient à des diables. C'était effrayant et j'ai demandé à Semih « Quels sont ces dessins, Semih ?» Il a répondu par « Tu ne comprendrais pas. Notre état d'esprit est différent. » Autour de cette même année, Semih aurait tourné une vidéo sur laquelle on le voit s'adresser à Iqbal. Sur celle-ci, il lui dit au revoir et qu'il va enfin mourir. Mais avant de se donner la mort, il a un souhait très sombre. Il ne veut pas partir tout seul et désire emmener celle qui semble être la plus importante pour lui. Il avait déjà eu l'ambition de lui ôter la vie, mais il avait renoncé. Mais à l'heure où cette vidéo est tournée, cette envie n'a pas cessé. Elle est toujours présente dans son esprit malade. On peut supposer qu'il parle d'Iqbal, mais la suite de cette histoire tragique pourrait faire penser qu'il ne parlait peut-être pas seulement d'elle. Dans sa chambre, Semih dessine des choses de plus en plus graphiques. Un de ses derniers dessins représente un corps humain démembré. Quand on sait tout ça, on se dit que Semih aurait eu besoin d'une hospitalisation d'urgence. Du moins, il ne devait pas rester seul, c'était un danger. Mais malheureusement, sa folie n'a pas été traitée à temps. C'était déjà trop tard. Le vendredi 4 octobre 2024, Semih Chelik est retrouvé seul à la maison. Il était là, envahi de ses délires meurtriers. Ce jour-là, le jeune homme de 19 ans s'est donc retrouvé seul. Ses parents n'étaient pas là. Ils ont emmené sa sœur à l'université à l'extérieur de la ville. Ils en auront pour un certain temps. Semih attrape son téléphone et contacte Eisenur pour l'inviter chez lui. Arrivé sur place, Semih met son plan à exécution. Et je vous préviens, c'est juste abominable. Ce qui va se passer ici est tout simplement inhumain. Et j'en ai des frissons à vous raconter cette histoire, honnêtement. Il va assassiner Eisenur, puis il va couper sa langue avant de la décapiter. Après ça, il appelle la police pour informer qu'un meurtre vient d'être commis à son adresse. Puis ensuite, il s'enfuit pour se rendre à Fatir, à une petite heure en bus. Là-bas, il rejoint Iqbal, qui ne se doute malheureusement pas de ce qui l'attend. Semih l'emmène sur les remparts de la ville, connus mondialement, les murs de Constantinople. Mais ce n'est pas pour admirer la vue. Le jeune homme s'attaque alors à son ex-petite amie, la frappant mortellement. Ensuite, caché par les fondations, Semih démembre Iqbal, puis la décapite à son tour. Pour finir, il jette sa tête par-dessus les hauts murs, abandonnant les restes de son corps sur la muraille. Nous y sommes, Semih a commis l'irréparable,
un véritable monstre. Conformément à son plan, il ne lui reste plus qu'à mettre fin à ses jours. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Après avoir enroulé une corde autour de son propre cou, il se jette dans le vide. Ce 4 octobre 2024, les noms d'Iqbal Özuner et Aysenur Halil, âgés de 19 ans, venaient de s'ajouter à la longue liste des femmes tuées en Turquie en 2024. À titre informatif, son chiffre s'élève à 292 depuis le mois de janvier, d'après le recensement du site de référence de l'association Stop Féminicide. En arrivant à la maison de la famille Chelik, les enquêteurs tombent sur la scène de crime. Et autant vous dire qu'ils étaient choqués, tant c'était horrible. Ils fouillent rapidement la maison et trouvent le cahier de Semih. À l'intérieur étaient dessinés au crayon des silhouettes féminines, dont ce fameux corps nu démembré. Tout de suite, les soupçons se portent donc sur le jeune homme. Dans sa chambre, plusieurs livres assez troublants. Voici les titres des livres qui ont été trouvés. La psychologie de la persuasion, la loi de l'amour, la loi de la violence, au-delà du bien et du mal, ou encore entraînement de la volonté. Après avoir identifié les habitants des lieux, la police prend contact avec ceux-ci pour leur demander de revenir le plus vite possible chez eux. On ne connaît pas exactement le contenu de l'échange, mais on peut imaginer l'anxiété indescriptible que les Chelik ont dû ressentir pendant cet appel. Le père Adem a déclaré que ce jour-là, lors de son dernier appel téléphonique avec son fils, celui-ci lui avait dit qu'Aysenur était venu chez eux. Il a également déclaré que ce même jour, sa femme a passé un appel vidéo avec Chelik. Et selon elle, elle aurait parlé à la fois à son fils et à la jeune femme. Du côté des Özuner, le père, un certain Hassan Özuner, a décrit comme suit ce qui s'est passé le jour des meurtres. Ce jour-là, ma femme a appelé ma fille, mais un homme a répondu au téléphone. Ne vous inquiétez pas, votre fille est entre de bonnes mains, a-t-il déclaré. Lorsque ma femme a rappelé ma fille, cette fois un autre homme a répondu. Il m'a dit que le téléphone était tombé des murs. Il a décrit l'endroit à ma femme et m'a dit « Vous pouvez venir chercher le téléphone ». Alors j'ai appelé ma fille. L'homme qui a répondu au téléphone m'a dit qu'il remettrait le téléphone qu'à sa mère. Cette déclaration est assez perturbante. Qui était l'homme qui a annoncé qu'Iqbal était entre de bonnes mains? On peut supposer aisément que c'était Semih, avant ou peut-être après avoir ôté la vie d'Iqbal. En ce qui concerne le deuxième homme qui a eu Madame Özuner au téléphone, c'était soit un homme qui passait par là et qui est tombé par hasard sur le téléphone, soit la police. Après que les 3 corps aient été retrouvés et identifiés, le téléphone du tueur fut examiné, ainsi que son ordinateur. Il se trouve que Semih avait noué des contacts avec des personnes s'identifiant comme des incels. C'était peut-être pour ça que le jeune homme fermait très vite son ordinateur quand quelqu'un rentrait dans sa chambre. Et souvenez-vous, sur la chaîne, on a déjà parlé de ce qu'étaient les incels, dans la vidéo sur Alek Minassian. Le tueur à la voiture bélier de Toronto lui-même en était un. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, et pour les autres, incel est le diminutif de involuntary celibate, célibataire involontaire. Pour faire court, c'est une communauté regroupant des hommes à l'idéologie nauséabonde et misogyne, et qui accuse les femmes de leur échec amoureux. Et si certains ne se contentent que d'en parler sur les réseaux, d'autres malheureusement agissent dans le réel, jusqu'à accomplir l'irréparable. C'était le cas d'Alek Minassian, et ce n'est pas le seul. Mais ici, quel est le rapport entre Semih et les incels? C'est la question qu'on peut se poser. Semih, lui, parvenait tout de même à entretenir des liens avec la gente féminine, et même à avoir des petites amies. Eh bien vous savez, l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre. Les incels sont pour la plupart des personnes extrêmement masculinistes, c'est-à-dire qu'ils voient les femmes comme des trophées, des objets à ajouter dans l'inventaire de leur virilité pour se convaincre qu'ils en sont bien une. Bref, vous voyez un peu le tableau pathétique. La journaliste Kagra Ulen a, lors d'une interview accordée à un média turc, rapporté certains détails de ses recherches sur les groupes incel. La journaliste a expliqué la raison pour laquelle la plupart des incels ont la pensée de mettre fin à leur jour, et pourquoi ils emmènent quelqu'un ou d'autre avec eux pendant le processus de leur mise à mort comme suit. Pour les incels, la question se pose. Pourquoi sont-ils pessimistes, désenchantés, et pourquoi commettent-ils des actes aussi barbares et meurtriers? Ces personnes ont déjà une forte tendance à mettre fin à leur jour, et sont constamment exposées à la propagande selon laquelle on emmène quelqu'un d'autre avec eux. Il existe des suggestions à l'intention de quelqu'un qui envisage de mettre fin à ses jours,
tels que quitte à mourir, aller faire exploser une école. Ils ne font pas tout ça pour changer les choses, non. De nombreux experts pensent qu'ils ont une sérieuse tendance à faire du mal et à se faire du mal. Le fait que leurs activités sont un danger considérable pour la société a fait l'objet de certaines discussions en Amérique et en Angleterre. Les inspecteurs indépendants, chargés de la sécurité, ont eu de nombreuses discussions entre eux. Ce qu'il en ressort, c'est que quoi qu'il en soit, il y a ici une influence idéologique outre la motivation personnelle. Il y a toujours des gens qui expriment des idées plus radicales qu'eux. Ainsi, au fil du temps, leur idée se radicalise de façon croissante, toujours plus croissante. Les pensées positives sont toujours sous-estimées. Ceux qui expriment des pensées positives sont appelés fake shell. Les cultures toxiques se nourrissent mutuellement. Fin de citation. Attention, toutefois, nous ne connaissons pas la nature des messages entre la communauté incel et Semih Chelik. Il est possible que ses ambitions aient été motivées par quelque chose d'autre, en lien ou non avec cette idéologie. Mais le fait qu'il l'ait côtoyé avant les meurtres est très suspect. D'autant plus qu'après la médiatisation des assassinats, ces groupes de célibataires involontaires ont publié beaucoup de messages provocateurs et de soutien envers le défunt tueur. En réponse à ça, le bureau du procureur général a pris des mesures et a arrêté les suspects. Le 9 octobre 2024, la plateforme de discussion Discord a carrément été bloquée depuis la Turquie. À savoir que Discord est un réseau social sur lequel une communauté masculiniste extrême et d'incel se concentre énormément, à l'instar de 4chan ou Reddit. Entre le 4 octobre, jour des meurtres, et le 7 octobre 2024, de nombreuses réactions se sont fait entendre dans toute la Turquie, et même dans le monde. Sur les réseaux sociaux, une tendance s'est créée autour de l'affaire, et des centaines de couples se sont enregistrés près des murs de Constantinople, avec des légendes qui expliquent à quel point ils ont de la chance de ne pas vivre ce genre de relation, comme celle qu'ont vécu les deux défuntes avec Semih. Par exemple, dans l'une de ces vidéos, on peut lire les choses suivantes. Quand j'ai vu la fille dont la tête a été coupée, j'ai remercié une fois de plus mon Seigneur de vivre plus longtemps et de ne pas être tombé sur une personne horrible. L'effervescence autour de cette tragédie n'est pas uniquement présente en ligne, loin de là. Les meurtres d'Iqbal Uzuner et Aysenur Halil ont également fait l'objet de protestations dans les universités et dans la rue. Énormément d'hommes et de femmes se sont regroupés pour dénoncer le fait que l'État turc ne protège pas assez ses concitoyennes, et c'est vrai. On en avait déjà parlé avec l'affaire Pinar Gültekin et Melek İpek. En 2019, la Turquie a fait également beaucoup parler d'elle, après le meurtre filmé d'Emin Bulut, tué par son ex-mari en pleine journée. Cela avait provoqué une vague de colère immense. 2 ans plus tard, en juillet 2021, le pays s'était officiellement retiré de la Convention d'Istanbul. C'est la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Une décision qui, selon les groupes de défense des droits et des citoyens, constituait un revers majeur pour les femmes du pays. Le président Erdogan lui-même n'est pas connu pour avoir des discours très féministes, voire bien au contraire malheureusement. Rappelons qu'il existe quand même dans la loi turque quelque chose qui s'appelle la provocation injuste, la haksız tahrik en langue turque. C'est une loi très particulière et souvent appliquée dans les affaires de féminicide en Turquie, afin d'obtenir un allègement de la peine infligée à l'auteur du crime, même si c'est un meurtre. Cette loi permet au juge de réduire la sentence s'il considère l'assassin comme ayant été provoqué. Bien sûr, pour beaucoup de citoyens turcs, et même par-delà les frontières, cette loi est scandaleuse, par le fait qu'elle insinue que la femme assassinée méritait en quelque sorte de l'être. Certains médias sur Internet expliquent que les allègements de peine pour provocation injuste sont bien souvent accordés dans les cas où il y a une allégation d'infidélité ou rester bien assis, outrage à la virilité, comme ils l'appellent. En d'autres termes, ces personnes qui ont tué leur femme ou petite amie peuvent affirmer qu'ils ont agi sous le coup d'une rage incontrôlable, à la découverte d'avoir été fait cocu pour obtenir une peine réduite. Oui, on est bien sur Terre et en 2024. Je pense que tout comme moi, vous êtes choqués par ce qu'on vient de voir. Pour moi, je vais être catégorique, il n'y a pas de discussion à avoir. Si tu commets un assassinat sur ta propre femme, tu mérites juste de pourrir en prison en fait. Il n'y a pas de loi injuste ou je ne sais quoi. Non, t'as juste à pourrir en prison et être loin de cette société. Ici, je peux paraître un peu catégorique, mais franchement, c'est absurde de voir de telles choses. C'est juste pas normal de voir ça. Dans quel monde on vit? Et si la provocation injuste est accordée, la peine peut se retrouver réduite d'1 à 3/4 de la peine initiale. En gros, si c'est une peine de perpétuité,
Le tueur peut espérer une réduction allant de 18 à 24 ans. Voilà donc un peu dans quel contexte les femmes turques doivent évoluer. Déjà que c'est difficile de base avec le patriarcat présent dans beaucoup de nos sociétés occidentales et orientales, si en plus on excuse les tueurs de femmes, c'est n'importe quoi. Ici, les manifestantes et manifestants ont entièrement raison d'élever la voix. Et au nom de toute la rédaction Mogota, je tiens à leur dire mon soutien. De France, on vous envoie plein d'énergie pour continuer ce combat. C'est très important. On est avec vous. La peur et la honte doivent changer de camp. Dans plein de villes donc, des manifestations sont organisées. C'est aussi le cas dans des établissements d'enseignement comme les universités d'Istanbul, Boğaziçi, Yildiz et Medipol. La dernière, c'est celle où Ayşenur Halil était étudiante. Des commémorations y sont organisées, auxquelles des académiciens et du personnel administratif ont également assisté. De la part des étudiants, on pouvait entendre des slogans comme « Nous sommes là pour toutes les femmes qui n'ont pas fait entendre leur voix. Nous voulons vivre. Gardez votre colère vivante et la tête haute. Vous, moi, nous sommes la solution l'un pour l'autre. Nous ne céderons pas à la peur. Ne touchez pas aux femmes et aux enfants. » Samedi 5 octobre 2024, durant une manifestation organisée, des panneaux s'adressaient directement aux hautes sphères de l'État. « Ministre, ouvrez vos yeux. Les femmes sont tuées ici. La violence ne doit plus rester impunie. Les tueurs ne doivent pas rester impunis. » Des centaines de femmes ont participé à cette marche, soutenue par le principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple, le parti pro-kurde pour l'égalité de la démocratie des peuples, et de nombreuses organisations non gouvernementales selon un média turc consultable en ligne. Un média d'opposition nommé Duvar a récemment fait savoir que rien qu'au mois d'août dernier, 33 femmes ont été tuées par des hommes et 24 autres sont mortes dans des circonstances troublantes, selon la plateforme turque We Will Stop Feminicide. Depuis le début de l'année, comme dit précédemment, le groupe a compté 292 féminicides en Turquie. C'est beaucoup trop. En 2023, au moins 315 féminicides et 248 décès suspects ont été enregistrés dans le pays. À titre de comparaison, la France, où les meurtres de femmes sont déjà trop nombreux, en dénombrait 100 au 18 septembre 2024, selon la plateforme noustoutes.org. Merci à vous d'avoir écouté cette première affaire, elle était très importante à mes yeux. Et restez là, on va continuer sur une deuxième affaire. Mais juste avant ça, je tenais à dire 2-3 mots. Comme vous venez de le voir, cette affaire m'a beaucoup touché. Et pour moi, c'était très important de vous en parler. Et que tous ces crimes ne restent pas impunis. Les féminicides doivent cesser, et c'est très important d'en parler. Malheureusement, je vois beaucoup de youtubeurs qui n'en parlent pas, et je trouve ça dommage, sérieux. C'est un sujet très important qui est beaucoup trop laissé sur le banc de touche. Je vais vous dire un truc pour les plus sombres d'entre vous qui me regardent, parce que je sais malheureusement qu'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo et qui vont me critiquer et qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit. Qui vont me dire « Mogo, tu protèges beaucoup les femmes, pourquoi tu fais ça? Pour qui tu te prends ?» Les gars, sachez que vous aurez une fille un jour. Et j'espère de tout cœur que ça n'arrivera jamais à votre fille. Et sachez aussi que vous avez eu une mère, donc réfléchissez un peu s'il vous plaît. Bref, luttons contre ces putains de féminicides, bordel. Sur ce, cette première affaire est terminée et merci à vous. Je vous propose de directement poursuivre avec la deuxième. Let's begin. Nous allons voyager entre la Colombie et le Chili. Je vais vous présenter Juliana Andrea Aguirre Acevedo. Mais oui, faites toujours plus long avec les noms. Il est immense. Bref, Juliana Andrea Aguirre Acevedo. Déjà que j'ai un accent espagnol éclaté, faites encore plus long, ouais. Juliana est née en 1995 au sein d'une importante famille. Elle est la plus jeune d'une fratrie de 9 enfants, 5 filles et 4 garçons, dont Marta, Patricia et Mauricio. Ses parents se sont séparés après plusieurs années de relation. Sa mère reste au foyer et le père semble avoir disparu de la vie de ses enfants suite à la séparation. La famille réside en Andalousie, dans la vallée d'El Cauca en Colombie. Au moment de notre récit, Juliana vit avec sa mère et une de ses sœurs. Elle travaille dur et elle obtient son diplôme de fin de lycée, ce qui sera l'équivalent d'un baccalauréat en 2014. Elle souhaite entreprendre des études à l'université, mais la famille Aguirre Acevedo est modeste. La jeune femme peut cependant bénéficier d'un système mis en place par le pays, le Sénat,
qui est un programme de formation pour les futurs travailleurs. Les bénéficiaires de ce programme sont plus à même de trouver une profession d'importance à l'essor économique du pays par exemple. Juliana va débuter une formation de comptable sans la mener à son terme. Je suppose qu'ici elle était orientée vers cette voie mais qu'elle n'était pas forcément motivée pour celle-là. Elle avait sûrement des rêves et des projets, mais vous savez, des fois, quand tu prends certains choix au collège ou à l'université, c'est pas forcément ce que tu voulais faire de base. Disons qu'on l'a peut-être poussée dans cette voie et qu'elle n'était pas très motivée pour faire ça. Et cette situation, ça me rappelle des souvenirs. Je pense qu'on a tous vécu un truc à peu près similaire. Enfin, pour beaucoup en tout cas. Ouais, la conseillère d'orientation au lycée. Je peux vous dire qu'elle m'aimait pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je voulais être architecte, je me retrouve youtubeur. Et voilà quoi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez eu des mauvaises expériences avec votre conseillère d'orientation plus jeune. J'ai envie de savoir, je suis un petit curieux. Bref, Juliana fait la connaissance d'Edwin en août 2015. C'était un camarade d'école de Mauricio, le frère de Juliana. Donc Edwin est en quelque sorte une connaissance de l'entourage de la jeune femme. Ils apprennent à se connaître et ensuite ils se mettent en couple, sans pour autant que l'homme soit présent dans la famille de sa petite amie. Ici, je ne pense pas qu'il y avait spécialement une mésentente avec la famille Aguirre Acevedo. Peut-être que le couple se voyait ailleurs et entretenait leur relation en dehors du cercle familial. Edwin est le fils d'une enseignante reconnue dans le secteur. Cette dernière avait eu un autre enfant d'une autre relation amoureuse qu'elle n'avait pas gardée. Je n'ai pas énormément trouvé d'informations au sujet de son père, juste qu'il a travaillé dans le domaine médical ou un domaine équivalent. En août 2015, la jeune femme révèle ses fiançailles avec son petit ami Edwin. La famille Aguirre Acevedo ne connaît pas très bien l'homme de 25 ans qui partage la vie de Juliana. Il vient de la même ville qu'eux et cumule plusieurs emplois. En novembre 2015, Juliana confie à sa famille qu'elle et son mari ont pour projet d'aller au Chili. Ils avaient tous les deux besoin de quitter leur quotidien, et pour eux, ils auraient une vie meilleure là-bas. Edwin connaît des personnes qui se sont installées dans le pays, ce qui faciliterait leur installation. Les proches de Juliana ont à peine le temps de se faire à l'idée que le couple a déjà pris des billets d'avion pour Santiago. Juliana et Edwin s'envolent peu de temps après, direction la capitale chiléenne. Une fois arrivés, l'adaptation dans le pays est difficile, et en particulier pour Juliana. La jeune femme n'a jamais quitté sa famille auparavant, encore moins pour vivre dans un autre pays que le sien. Elle maintient le contact avec sa famille, et en particulier avec sa mère qui rencontrait de graves soucis de santé. Juliana trouve finalement un emploi de serveuse, ce qui permet de stabiliser sa situation. Le couple emménage au départ dans un appartement de San Pablo, avant de trouver un autre logement dans la rue Huerfanos au sein de la capitale chilienne. Les connaissances d'Edwin à Santiago ont permis au couple de rejoindre la ville et de s'établir. Le couple semble mener une vie plutôt confortable, maintenant qu'ils ont tous les deux un travail et un appartement en ville. Juliana et Edwin cherchaient de nouvelles opportunités de travail en quittant la Colombie, et ils semblent avoir trouvé leur équilibre. La jeune femme rassure sa famille. Elle maintient le lien via les réseaux sociaux et elle montre qu'elle est épanouie et heureuse. Le 6 mars 2016, un homme se promène à proximité du fleuve Mapocho, un fleuve qui traverse la banlieue de Santiago. Son regard est attiré par des sacs plastiques étranges qui flottent au bord de l'eau. En s'approchant, il a la désagréable surprise de trouver des membres humains. Les autorités sont prévenues rapidement et se rendent sur les lieux pour sécuriser la zone. La PDI, la brigade des homicides de la police d'investigation au Chili, doit identifier la victime afin que l'enquête puisse débuter. Des photos de quelques éléments physiques de la victime sont diffusées. Son tatouage, ses bracelets, ainsi que la fleur dessinée sur ses ongles. À la suite de cette diffusion, une esthéticienne se manifeste. Elle a reconnu la pédicure qu'elle a réalisée sur une cliente quelques jours auparavant. La vérification est faite, il s'agit de Juliana Aguirre Acevedo, âgée de 21 ans. Les policiers chiliens se rapprochent des autorités colombiennes, car la victime était originaire de ce pays. Maintenant que la victime a été identifiée, l'enquête peut enfin débuter. L'examen du corps de la jeune femme permet de savoir que celle-ci a été étranglée, voire pendue avant d'être démembrée. L'adresse de la jeune femme est retrouvée rapidement. Les voisins de Juliana sont interrogés. La victime vivait en couple avec son conjoint, Edwin Vasquez, depuis quelques semaines déjà. Les voisins ont entendu énormément de bruit la veille de la découverte du corps, le 5 mars. Le son de la musique était très forte ce soir-là, dans l'appartement. Ils ajoutent que le couple de jeunes Colombiens se disputait régulièrement. L'appartement du couple est perquisitionné par la police chilienne. Les témoignages récoltés dans le voisinage laissent supposer qu'il s'agit de la scène de crime. Les doutes seront confirmés après avoir fait le tour des lieux.
L'appartement est légèrement en désordre et la baignoire remplie de sang. La police se lance à la recherche d'Edwin, qui est devenu le principal suspect dans l'enquête. L'homme doit forcément savoir quelque chose sur le sort subi par la fiancée ou permettre d'orienter l'enquête vers le meurtrier. Les autorités se rendent dans le centre commercial où Edwin a un travail de serveur dans un restaurant. Le jeune homme n'est pas retrouvé. Il se rendra lui-même au commissariat quelques heures plus tard. Le procureur de l'affaire, Ricardo Pena, mène l'interrogatoire. Ce n'est qu'après plusieurs heures d'entretien avec le conjoint de la victime que ce dernier avoue les faits. Le témoignage de l'homme est sans appel. Il apprend à l'enquêteur qu'une dispute a éclaté au sein du couple. Une altercation bien plus intense que d'habitude sur fond de jalousie. Edwin n'a pas supporté cette situation et il a étranglé sa compagne à l'aide d'une sorte de lien, d'un câble ou d'une corde. Les avis divergent entre les articles de presse. Quand il a vu que Juliana était morte, il l'a déplacée jusqu'à la salle de bain. Ensuite, il va la démembrer dans la baignoire. Edwin va placer alors les parties du corps démembré de sa victime dans des sacs plastiques de supermarché suite à son acte. Il a dû faire 2 trajets pour se débarrasser des restes de Juliana au niveau du fleuve Mapocho en espérant peut-être les faire disparaître. Mais les morceaux de corps sont découverts quelques heures plus tard. Le procureur Ricardo Pena fait les macabres déclarations à la presse. Une amie de Juliana apprend la triste nouvelle par les réseaux sociaux. Elle tombe sur les photos du corps de la jeune femme. Elle voit le tatouage Juan David sur le poignet d'une personne. Quand elle voit ça, elle n'a aucun doute. Ce sont bien les photos de Juliana. La jeune femme l'avait fait en hommage à son neveu, décédé prématurément à l'âge de 2 mois. Elle le considérait comme son propre enfant. L'amie de Juliana se trouve dans une triste position, celle de devoir l'annoncer aux proches. La famille Aguirre Acevedo est dévastée en apprenant la disparition de Juliana. La nouvelle de la mort de la jeune femme n'est pas tout de suite faite à sa mère. Cette dernière a des soucis de santé depuis plusieurs années, situation que je vous ai brièvement exposée un peu plus tôt. La mère de la victime sort tout juste d'un coma suite à une thrombose ayant manqué de la tuer. Pauvre femme, et même pauvre famille. Ils ont dû retenir leur souffle pendant cet épisode avec la mère de famille. Ils ont dû avoir peur de perdre cette femme, et c'est là que tout d'un coup, ils apprennent le meurtre de la petite dernière. Déjà qu'il y avait des problèmes, là c'était beaucoup trop. Si tu peux t'attendre à perdre un proche à cause d'une grave maladie, et encore la souffrance est bien présente, tu ne t'attends pas à une annonce pareille. Le choc est juste horrible. Je me rends compte d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que les autorités ne préviennent pas d'eux-mêmes la famille de la victime. Je ne sais pas exactement combien de temps s'est écoulé entre la diffusion des photos du corps de Juliana, la découverte de son identité et la découverte des photos par son ami sur les réseaux sociaux. Même si le crime a eu lieu au Chili, à l'ère des réseaux sociaux, il est désormais plus simple de contacter l'entourage de la victime, même à plusieurs milliers de kilomètres. Avec l'arrestation d'Edwin, de nombreuses choses sont révélées. La confirmation est faite concernant les violences que Juliana a pu subir dans son couple depuis plusieurs années. La jeune femme s'était confiée à un ami concernant sa situation, sans forcément mettre au courant sa famille. Edwin se montrait plutôt contrôlant envers elle et il était relativement jaloux. Il y a également cette histoire de démembrement qui trouble les autorités. Le père d'Edwin aurait apparemment travaillé dans une morgue, en tout cas en contact de corps de personnes décédées, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ait découpé le corps de sa conjointe aussi facilement. Même si ce n'est pas tout à fait un argument, ici je n'ai pas l'impression qu'Edwin ait hésité sur ce qu'il devait faire suite au meurtre de sa fiancée. La dispute a eu lieu le soir, le corps de Juliana a été retrouvé le lendemain. S'il ne savait pas tout à fait quoi faire au départ, il ne lui a fallu quelques heures pour se décider. Luz Osorio, la femme de Mauricio Aguirre Acevedo, se confie sur la situation de Juliana et sur l'annonce de son décès. Entre la santé fragile de la mère de Juliana et le décès de la jeune femme, la famille est dévastée. Elle indique avoir eu connaissance de ce que vivait Juliana dans son couple. La jeune femme était résignée à son sort et demeurait sous silence. La famille suspectait quelques agissements d'Edwin, sans que Juliana s'en plaigne ou semble chercher de l'aide auprès de ses proches. Martha Aguirre, une des sœurs de Juliana, s'exprime au sujet de sa sœur. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était fin janvier. Elle nous disait qu'elle était très heureuse, car elle et Edwin avaient trouvé un emploi dans un restaurant situé dans un centre commercial de Santiago du Chili. Patricia, une autre sœur de la victime, assure que Juliana parlait assez régulièrement à sa famille, par le biais de messages sur WhatsApp. Elle n'avait pas une mauvaise image d'Edwin, qui semblait aimable et aimait sa sœur. Elle savait qu'il y avait parfois des disputes, mais le couple parvenait à se réconcilier en privé. Une grande marche est organisée dans la ville où réside la famille de Juliana. Toutes les personnes qui se sont présentées pour l'événement étaient habillées de vêtements blancs et portaient une bougie.
Il est question pour les proches de procéder au rapatriement du corps dès que possible. Un organisme d'État est approché dans le but d'aboutir à ce processus. Le corps de Juliana est rapatrié dans son pays le 15 mars 2016, soit 10 jours après la découverte de sa mort. L'avion transportant la dépouille de la victime atterrit à Bogota, où l'attend un important cortège funèbre. D'ailleurs, petite parenthèse ici, je vous vois venir, mon pseudo n'a rien à voir avec Bogota. C'est juste une coïncidence, je vous expliquerai plus tard. Bref, la jeune femme est enterrée dans le cimetière catholique de la ville où elle était originaire. Une veillée a eu lieu dans la maison des Aguirre Acevedo, réunissant la famille, les proches, les connaissances de la jeune disparue, ainsi que les autorités locales. Le gouverneur de l'Andalousie, Dilian Francisca, est présent. Juliana est accompagnée jusqu'à sa dernière demeure avec pas moins de 800 personnes. La famille est reconnaissante envers toutes les personnes qui ont pu apporter leur aide pour le rapatriement des restes de Juliana. Ils sont aussi reconnaissants pour le soutien financier concernant les frais des funérailles. Le 26 juillet 2017, le parquet Centro Norte de Santiago requiert une peine de prison de minimum 20 ans à l'encontre d'Edwin Vasquez Ortiz. L'homme s'étant rendu de lui-même à la police et ayant avoué son crime, l'avocat de la défense demande à ce que la peine soit moindre. Il souhaite une condamnation inférieure à 8 ans. Bon, je pense qu'il a un petit peu fumé quand même. 8 ans pour ce qu'il a fait là ? C'est totalement absurde. Et le pire, c'est que la cour prend en compte cette demande. Moi, j'aurais rigolé suite à cette demande. 8 ans ! 8 ans ? Enfin bref. Le tribunal reconnaît que l'accusé a coopéré avec la police et le fait qu'il n'ait pas de casier judiciaire joue en sa faveur. Edwin Vasquez Ortiz est condamné à une peine de 14 ans de prison. Le crime reconnu comme un féminicide a permis que la sentence soit plus importante qu'un homicide, qui lui aurait valu 5 ans de prison seulement. 5 ans, 14 ans, mais c'est des dingos. C'est une énorme blague. De se dire que ce monstre pourra encore bouger dans nos rues, c'est juste absurde. Et si dans 14 ans vous visitez le Chili, bonne chance. Imagine, tu le recroises dans la rue. Qui te dit qu'il va pas péter un câble, sérieux? Je vous jure, les peines raccourcies à ce point, ça fait peur, surtout pour ce genre de crime. Et ici, je rappelle que ce n'était pas une personne inconnue, mais sa fiancée, une jeune femme qui avait tout quitté pour lui. La famille Aguirre Acevedo ne parvient pas à se remettre de la mort de Juliana. S'ils acceptent la décision de la justice, les proches espéraient une peine plus lourde. Et tu m'étonnes, là c'est du foutage de gueule. Juliana a été la 10e victime de féminicide recensée au Chili pour l'année 2016. Ainsi se termine cette vidéo après 2 histoires horribles. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais les pays latinos, c'est juste hardcore. Vous êtes des dingos. Plus je m'aventure dans le continent sud-américain, plus je trouve des histoires folles. Déjà là-bas entre les gangs et la drogue, c'est déjà un gros bordel. Alors tu m'étonnes qu'il y a de telles horreurs. Et je pense qu'on n'a encore rien vu. Mais encore rien vu. À l'heure où je vous parle, qui sait ce qui est en train de se passer là-bas? Tout à l'heure je disais 7 meurtres par heure dans le pays. C'est pas rien. En tout cas, quelque chose me dit qu'on est loin d'avoir fini avec les pays latinos. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a une affaire latino que vous voudriez voir sur la chaîne. Et dites-moi également ce que vous avez pensé de ces 2 affaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce mes amis, il est temps pour moi d'y aller et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.